Voilà, nous sommes toujours à votre portée pour vous apporter l'essentiel de l'information, de l'actualité, des nouvelles que vous aimeriez savoir, qui défraient la chronique politique, économique, sociale et culturelle en République démocratique du Congo. À vous la parole, votre tribune que vous propose la télévision Bossolo est venue pour éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale sur certaines questions qui taraudent l'esprit des compatriotes congolais. Comme vous le savez, nous sommes en 2022, plus qu'une année et demie nous sépare de la tenue des élections, mais il y a de ceux qui jurent sur la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo à la au second mandat en République démocratique du Congo. Chose facile, difficile. Est-ce qu'il y a des tenants et des aboutissants? Il y a des choses qu'il faut ajuster. Toutes ces questions, la population quinoise aimerait l'entendre auprès des personnes qui ont des réponses à donner à toutes ces préoccupations. Pour ce nouveau numéro de votre magazine, à vous la parole, j'ai l'insigne honneur de recevoir sur ces plateaux un invité inhabituel. Il s'agit de monsieur Patrick Onoya. C'est un jeune leader et aussi cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, parti créé par Etienne Tshisekedi, le fait Etienne Tshisekedi, aujourd'hui sous les rênes de son fils Félix Tshisekedi, qui est en train de mener à bon port ou pas ce parti. Toutes ces questions, vous aurez à les découvrir avec mon invité que j'ai l'insigne honneur de lui souhaiter bienvenue. Merci, merci. Monsieur Patrick Onoya, c'est comme ça qu'on vous appelle, hein? Tout à fait. Toujours avec votre monnière, comme on dit à Kinshasa. Ah ben oui. Vous êtes de l'IDPS, bien sûr. Exactement. Vous êtes cadre au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, à la fois au front pour soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui déjà, nous comptons 3 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Vous êtes fier de voir un Félix Tshisekedi en train de mener sa musique politique? Absolument, absolument très fier. Et voilà pourquoi nous avons déjà même un ouvrage que vous avez eu l'honneur, je crois, de découvrir sur les 25 actions clés du chef de l'État. C'est un honneur pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous aussi, mais c'est aussi une lourde responsabilité de pouvoir avoir les rênes d'un pays après au moins 60 ans d'instabilité, de déséquilibre sur tous les plans. Et une charge comme celle-là, c'est une lourde charge, mais que nous acceptons à porter. Mais gouverner, c'est pas se plaindre aussi, hein. Il faut qu'on se le dise, hein. 3 ans à la tête des pays, quand vous prenez la responsabilité de diriger la République démocratique du Congo, vous avez pesé le poids de la charge. Et aujourd'hui, s'il faut dire défis, contraintes, vous insinuez quoi? Vous savez, lorsqu'on suit, par exemple, les élections en France, lorsqu'on entend un Macron dire que ce n'est pas en 5 ans qu'on change un pays, moi j'ai vu sur la toile comment on disait, mais voilà, si c'était le président Tshisekedi qui le disait. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous prenez un pays qui a eu tous les équilibres rompus, c'est-à-dire les équilibres économiques rompus, les équilibres sociaux, sécuritaires, tous les équilibres rompus, d'ailleurs accentués les 18 années passées, vous vous rendez compte au fait du trou, de la profondeur du trou dans lequel vous êtes. Et c'est donc une charge que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend à bras le corps et il s'y prend bien jusqu'à présent. Macron a parlé, c'est à l'occasion de la campagne électorale, parce que les élections françaises se tiennent déjà. Il a parlé qu'on ne peut pas transformer un pays en 5 ans. Mais pourquoi vous liez promptement les propos de Macron pour justifier votre gouvernance? C'est comme je l'ai dit. Lorsque vous considérez le Congo en 2019, on se poserait la question, quel est le secteur qui marche, qui a marché? Aucun. Vous allez dans le secteur militaire, ça ne va pas. Secteur social, ça ne va pas. Secteur économique, ça ne va pas. Tous les secteurs, ça ne va pas. C'est ça qu'on dit d'un point de vue économique, on dit les équilibres sont rompus. Et lorsque vous avez une situation telle que les équilibres sont rompus, si la France, qui déjà à un certain niveau, on considère que c'est un pays développé, et à combien plus forte raison la RDC, nous ne voulons pas nous justifier, mais nous disons qu'il y a un plan. Il y a un plan qui est établi. Lorsque on parle, par exemple, actuellement, du développement à la base, n'est-ce pas? Pourquoi le développement à la base? Ça signifie le programme
du développement local des 145 territoires. La question, c'est pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce que le constat est simple. Le développement de haut en bas, ça signifie les grands projets. Généralement, on a constaté que le développement n'atteignait pas la base. D'où, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait inverser la pyramide, c'est-à-dire s'occuper, n'est-ce pas, de chaque territoire. Et en ce moment-là, il va se créer une émulation de la base vers le sommet et on s'assure que le développement a touché, n'est-ce pas, les coins et recoins. Déjà, arriver à changer de modèle, c'est-à-dire au lieu du sommet à la base, mais on va aller de la base au sommet, c'est une grande avancée qu'il faut encourager parce que les statistiques montrent que si il y a beaucoup de coins qui sont reculés en RDC, c'est à cause de la politique du sommet à la base qui a été appliquée, je dirais même depuis l'indépendance. Alors, M. Patrick Onoya, si je peux vous prendre au mot, Félix Tshisekedi accède au pouvoir le 24 janvier, un certain 24 janvier 2019. Pourquoi il n'a pas initié promptement le projet de développement à la base, plutôt attendre qu'à la veille de, une année de la tenue des élections, au cas où ça tournait mal en sa faveur, que deviendra le projet des 145 territoires? Je vais avant tout vous partager ce qui est une conviction personnelle pour un pays en voie de développement comme la RDC. Un pays en voie de développement comme la RDC devrait évoluer avec ce qu'on appelle un contrat social. Un contrat social, c'est-à-dire, c'est un accord entre dirigeants et dirigés, n'est-ce pas? Ça signifie que lorsque, par exemple, le programme de 145, développement à la base 145 territoires, est approuvé. S'il est approuvé par la population, on l'approuve à travers le Parlement. On devrait considérer ce programme comme un programme du pays. Quel que soit le président de la République qui arrive, tant qu'on considère que cela est bon pour la RDC, même le nouveau président, si jamais ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est au pouvoir, on l'oblige à l'appliquer. C'est ça. Non, mais chacun viendra avec son programme. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Il ne faut pas obliger à... Peut-être le projet de développement des 145 territoires est mal perçu pour d'autres politiciens. Je suis en train de présenter ici je suis dans un domaine conceptuel. N'est-ce pas? Je donne un exemple. La Corée. En 1960, la RDC est plus développée que la Corée. En 1963, la Corée entre dans un processus de développement. Et ce processus de développement a duré 40 ans, au moins, et on a les fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une politique qui a été mise en place en 1963 et respectée par, n'est-ce pas, les différents présidents au fil des années. C'est la même chose que la Chine. La Chine a l'avantage d'être communiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, hommes politiques, devrons aussi faire évoluer les concepts. Parce qu'au bout du compte, au-delà des personnes, on a la RDC. Et qu'on veut que cette RDC, n'est-ce pas, puisse se développer. Si déjà, à chaque fois qu'on remanie un gouvernement, le nouveau ministre ne fait pas cas des actions posées par l'ancien ministre, c'est déjà un problème. Vous comprenez que nous sommes dans un cycle d'instabilité qui ne nous fait pas avancer. C'est comme ça que nous parlons d'un contrat social. Je tire un peu du concept de Jean-Jacques Rousseau pour dire qu'il y a un moment donné où on doit se mettre d'accord, sortir cela par exemple de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'arriver à dire que c'est la population qui s'en approprie. Est-ce qu'aujourd'hui l'IDPS a pérennisé les actions de Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan infrastructurel? Est-ce qu'il a pérennisé ça? La question, c'est pérenniser quoi? C'est là la question. Puisqu'il y a eu pas mal de projets, 5 chantiers, il y a eu Révolution de la modernité. Pourquoi il n'est pas marché dans ça? Parce que vous savez, notre pays a un problème que l'on doit résoudre dès aujourd'hui. C'est que lorsqu'on développe des projets d'infrastructure, nous devons y associer avec des projets de maintenance. Si vous prenez des projets tels que les 5 chantiers, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de routes qui ne ressemblent plus à elles-mêmes.
Mais c'est quoi le problème? C'est qu'effectivement, il y a un travail qui a été fait, mais la maintenance n'a pas suivi. Lorsque vous passez, j'étais étonné un jour de passer au niveau du robot qui est au Palais du Peuple, mais c'est 1 mètre, n'est-ce pas, le niveau de l'eau. Mais on se pose des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a les concepts fondamentaux du développement qui doivent être repensés. Permettez-moi, je suis un enseignant et que j'aime quelquefois aussi toujours entrer dans les questions de concepts. Parce que je ne souscris pas à la simple polémique politique. Moi, je souscris à l'évolution des concepts, à la réflexion sur ce qui est bien pour le Congo. Mais aussi, on doit retenir quand même que si toutes les premières pierres qu'on a fait poser à l'ancien président donnaient réellement des projets, je suis sûr qu'on aurait quelque chose de bon. Alors, monsieur Patrick, aujourd'hui, vous vous êtes lancé à publier des ouvrages qui étalent les 25 actions menées par le président actuel. Les 25 actions qui sont perçues aperçues, disons, par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, la population s'est dit, ben écoutez, il a posé des actions où, comment et quand. Merci beaucoup. En fait, c'est la raison d'être même de ce livre. Mais si nous revenons dans la stratégie qu'a mis en place le président Félix Quand on voit le projet des 100 jours qui a failli lamentablement, aujourd'hui on entre dans le truc Chilengelou, il y a pas mal de projets qui marchent à peine. On se pose des questions. Ces 25 actions sont aperçues que par vous, de l'UDPS? Il y a lieu de revenir sur la stratégie qu'a mise en place le chef de l'État. Lequel stratégie? La stratégie qu'a mise en place le chef de l'État lorsqu'il accède au pouvoir, c'est avant tout, 1, s'occuper des affaires extérieures, et puis 2, finalement, des affaires intérieures. C'est comme ça que lorsque vous voyez les 25 actions clés qui retracent les 3 ans du chef de l'État, plus de 50% de ces actions sont liées à la diplomatie. Nous savons une chose. Ça ne profite pas à la population. Certainement. C'est-à-dire, les actions diplomatiques, ce sont des actions qui agissent un peu indirectement, parce que nous savons que pour un pays comme la République démocratique du Congo, si tu ne maîtrises pas ce qu'on appelle les contingences extérieures, vous aurez du mal à mettre en œuvre votre politique. Et dans le fait, qu'est-ce que ça produit des multiples sorties du président de la République par rapport à la politique interne de la RDC? Ben, déjà, on compte un maximum de 4,5 milliards de dollars rapportés par la diplomatie économique de la RDC, le retour dans les relations avec le FMI. On a au niveau de l'environnement aussi une enveloppe de 500 millions de dollars pour le secteur de l'environnement qui va Mais être ça, ce sont des chiffres, monsieur Patrick, on les sent pas sur terrain. Oui. Je prends le domaine de l'environnement. Vous avez parlé tantôt de 1 milliard d'arbres qui devraient être construits. Quand vous allez à COP26, on voit que la République démocratique du Congo c'est intervenu à mi-mot. Nous allons... on ne comprend pas qu'est-ce qui est en train d'être mijoté dans la gouvernance COP26 a actuelle. permis de ramener 500 millions de dollars qui est en train d'être activé naturellement au courant de cette année. En République démocratique du Congo, je vais vous donner une anecdote. Lorsqu'on est au pays, on revient sur les 25 actions. Merci. Prenez-nous peut-être 3 ou 4 comme ça. On aura une idée de ce que Félix Tshisekedi a fait. C'est ça que j'étais en train de dire. Parmi les actions clés du chef de l'État que la population peut retenir, on a la réactivation de l'IGF, donc l'inspection générale des finances. Qui existait déjà. C'est pourquoi nous disons la réactivation. C'est-à-dire que c'est une structure qui existait, qui a été endormie. Endormie d'ailleurs par le décret d'un Premier ministre très célèbre. Et l'IGF réhabilité, c'est au fait, je dirais même à mon sens, ça c'est mon évaluation à moi, la plus grande fierté. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est mandataire, lorsqu'on est ministre, on ne se permet plus de pouvoir puiser dans la caisse publique comme on veut. Ben, si on puise, alors on doit trouver des très bons stratagèmes. Mais le responsable des entreprises crie à l'asphyxie quand même. La pression des l'IGF. Ben, c'est au fait, lorsqu'on met en place une stratégie, à chaque fois il y a des réajustements qu'on doit faire. Il est vrai aussi que dans la mise en œuvre, en fonction de la pratique, en fonction de l'expérience, quelques réajustements pourraient toujours être faits. Donc, il sera question de mettre l'IGF dans l'organigramme de chaque entreprise? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme on dit l'inspection.
Mais c'est comme je dis, ce sont des réajustements, n'est-ce pas, dans les mécanismes de contrôle de l'IGF pour permettre quand même à ce qu'une entreprise puisse fonctionner pour celles qui crient à l'asphyxie. Mais c'est dans la pratique. Vous savez, les sociétés organisées actuellement, telles que les sociétés occidentales, c'est dans la pratique qu'on place des règles, les procédures qui s'améliorent, n'est-ce pas? Et nous entamons notre chemin et nous pensons que donnons le temps au temps, les choses vont s'améliorer. On a la gratuité de l'enseignement. Bon gré, mal gré, ça reste quelque chose qui marche. Vous savez, sur la gratuité de l'enseignement, moi, j'ai un témoignage. Un jour, j'étais dans un taxi et il y a un jeune qui se moquait de la gratuité. Il y a un militaire à côté qui pratiquement était en furie parce qu'il a dit à ce jeune homme, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Moi, j'avais seulement 2 enfants sur 6 qui allaient à l'école. Mais à cause de la gratuité, j'ai tous les 6 enfants. Dans quelles conditions ils étudient, hein? Ça, il faut le dire. Vous savez, c'est comme j'ai dit. La question n'est pas de renvoyer les enfants à l'école, mais il faut voir la qualité de l'enseignement et la manière dont il faut toujours donner le temps à un processus de s'améliorer. La première des choses, c'est que... Avant d'amorcer le processus, il faut étudier les paramètres de faisabilité. Vous savez, il existe un système qu'on appelle, permettez-moi, un peu anglo-saxon, qu'on appelle learning by doing. C'est-à-dire que ce n'est pas, il y a des choses, il faut le faire pour comprendre ce qui ne marche pas pour améliorer. Et rester attentif pour tout voir sur papier n'est toujours pas la solution. Et à ce jour, on a un ensemble de projets. Le ministre Tony Mwaba qui travaille sur la question de pas d'école sans banc, et il y a un projet de construction d'écoles. C'est-à-dire que nous travaillons en évoluant parce que nous sommes dans une situation d'urgence. La République démocratique du Congo est en situation d'urgence dans tous les secteurs d'activité. Ça signifie que on ne peut pas interdire à un gouvernement de se jeter à l'eau et de sauver ceux qui peuvent sauver, mais il faut continuer dans un mécanisme d'amélioration jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va atteindre la stabilité. Nous allons atteindre la stabilité au moment où toutes les entreprises publiques, hein, à mon humble avis, passent des moments très difficiles. Je parle de la RVA, je parle de l'ONATRA, je parle de plusieurs entreprises. Alors, comment pousser un coup de pouce pour que les choses marchent comme il se doit? Merci beaucoup. Ben, là, nous entrons, je pourrais évoquer un concept tel que celui du protectionnisme. C'est que il y a certains domaines qui nécessitent absolument l'intervention de l'État. Si nous prenons un domaine tel que celui de l'aviation, nous savons que le coronavirus et ses effets pervers ont touché avant tout le secteur de l'aviation. Pas seulement en RDC, hein? Pas seulement en RDC, nous parlons au niveau mondial. Mais les autres savent comment se maintenir. Et nous voyons comment les différents gouvernements à travers le monde ont intervenu, parce qu'il y a carrément même des compagnies d'aviation qui devaient fermer, n'est-ce pas? C'est à ce niveau que nous soutenons et nous encourageons le gouvernement de la RDC à pouvoir soutenir les entreprises du secteur de l'aviation, telles que la RVA, telles que Congo Airways, n'est-ce pas? Qui est l'ombre d'elle-même actuellement. Mais ce n'est pas un fait congolais, n'est-ce pas? C'est un fait mondial. Est-ce qu'on soutient l'envol d'une entreprise en créant une entreprise? Je ne sais pas. Parce que le ministre de Transport est venu sur la création d'une nouvelle entreprise, Air Congo. On ne sait pas d'où, sur quelle base elle va partir aussi longtemps à d'autres entreprises qui se meurent. Vous savez, c'est à ce niveau-là qu'il y a la dualité entre la réflexion économique et politique. Vous savez, d'un point de vue économique, on pourra analyser la question différemment, mais politiquement, il semble pouvoir soutenir cette thèse, et bon, on observe. Vous observez, je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau, Monsieur Patrick Onoya, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais également jeune leader qui a ses idées. Il est en train de soutenir les actions du chef de l'État. Il est à la fois coordonnateur des actions FACHI 2023. On vous différencie en quoi avec la structure créée par Steve Mbeka Front 2023? Bien, vous savez, pour s'assurer de la réélection du chef de l'État, il peut y avoir autant de structures possibles pourvu que chaque structure apporte, n'est-ce pas, sa main, des initiatives opportunes. Mais pour nous sommes avant tout une cellule de communication, n'est-ce pas? Nous,
notre apport, nous la voulons sur un complément de communication sur les actions du chef de l'État. C'est comme ça que nous avions produit un premier livre qui est les 25 actions clés du chef de l'État. Mais actuellement, très bientôt... Compris par vous, hein, compris que par les cadres militants de l'IDPS. Hein. Non, mais c'est mis en... Non, pas du tout. Nous l'avons fait d'ailleurs en 5 langues nationales afin que cela soit compris par plusieurs. Mais c'est comme je disais, je n'avais pas fini, que la stratégie du chef de l'État a été d'abord de commencer par s'intéresser aux questions extérieures et des questions politiques. Cela lui a pris 3 ans. Et à partir de cette année, il s'intéresse aux questions intérieures, ce qui justifie même le tour qu'il est en train de faire à travers la République. Et nous, en tant qu'Action Fathi 2023, nous avons produit cet outil de 25 actions clés parce qu'on peut se poser des questions, parce que ce sont qu'est-ce qu'il a fait, mais tant que c'était concentré vers les questions extérieures, nous l'avons produit et nous l'avons mis en 5 langues, donc les 4 langues nationales plus le Tétela qui est parlé exclusivement au Sankuru, oui. pour effectivement parler de cela. C'est comme lorsque papa travaille et qu'on n'a pas encore payé, l'enfant peut se dire, mais papa, il sort, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est bon de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais actuellement, on a le projet de développement local de 145 territoires. Qui peine à se concrétiser aussi. Hein. Qui est en cours de concrétisation parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le contexte de la gestion des projets. Il faut la sélection des structures d'attribution des marchés, il faut faire des études préliminaires, mais ça va très vite. Déjà très bientôt, on va... Mais pourquoi vos projets tombent comme ça et puis on est désolé d'avoir allé trop vite? Non, je dois avouer une chose, une anecdote. J'étais préoccupé à l'étranger où nous avons été pendant un certain temps, de constater que la communauté congolaise de l'étranger peine à s'organiser. Et là, c'est Kabila qui était le chef de l'État, mais je dis, mais tiens, ici où nous sommes, Kabila n'est pas là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'organiser? C'est-à-dire que lorsque vous réalisez des projets, en gestion de projets, il y a ce qu'on appelle la résistance au changement. Les mauvaises habitudes qui sont ancrées en nous jusqu'à la moelle épinière, qui font qu'à la fois, on prône le changement, mais on ne veut pas changer. Ceci dit, qu'il peut exister 1 ou 2 ratés, mais il est très important de pouvoir apprendre de ses erreurs. C'est comme ça que dans les 4 composantes du projet de développement local de 145 territoires, il y a la 4e composante qui concerne le suivi et évaluation des projets, avec des logiciels appropriés, une équipe et ainsi de suite. Mais pourquoi cette 4e composante existe? Elle existe, eh bien, pour pouvoir lutter contre cet esprit, je ne sais pas si c'est un esprit congolais, mais qui vise à détruire tout ce que l'on construit. On ne peut pas se fatiguer, on est congolais, et la RDC c'est notre pays. Nous allons continuer à lutter jusqu'à arriver réellement à concrétiser le développement. Vous allez concrétiser le développement de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas une mince affaire. Monsieur Patrick, en toute honnêteté, dans les 3 ans passés par Félix Tshisekedi, par où il est en train de faillir? En toute honnêteté, dans quel axe Félix Tshisekedi est en train de faillir? Ben, en toute honnêteté, mais moi je pourrais revenir aussi à dire que la sagesse dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, non, reconnaissez quand même, parce que... il ne peut pas être parfait, n'est-ce pas? Ça, dans quel axe, par exemple, il est en train de faillir, et il faudra remédier et apporter des ajustements? L'axe le plus important de toute société, c'est le volet humain. C'est-à-dire que, quelle que soit la volonté que l'on puisse avoir pour faire changer les choses ou faire changer une société, les moyens financiers que l'on peut mettre, c'est la question du capital humain qui est la question au centre. Et nous pensons que le chef de l'État, en tant que... il est entraîneur, c'est-à-dire dans sa position, nous le considérons comme un entraîneur. Nous le conseillons vivement de pouvoir analyser le jeu de ces joueurs, n'est-ce pas, qui sont sur terrain, et d'analyser qu'est-ce qu'il faut faire, les remplacements nécessaires,
le réajustement nécessaire parce que la question fondamentale du développement reste une question humaine. L'entourage du président de la République, j'ai compris votre question, poserait quelque part des problèmes, mais nous allons lentement, mais sûrement vers les élections de 2023. Quelles sont les assurances de l'IDPS de remporter haut la main ces élections? Au regard de tout ce qui se dessine actuellement. Merci beaucoup. À ce jour, je ne peux que m'inscrire dans la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État qui vise à miser sur le projet de développement local de 145 territoires. Qui ne va pas se concrétiser d'ici 2023. Mais qui doit commencer, n'est-ce pas, qui doit poser ses jalons avant 2023, c'est-à-dire dans les mois qui suivent. Voilà pourquoi nous avons produit un livre que nous allons publier très bientôt, qui est Comprendre le programme de développement local des 145 territoires en 5 minutes. La première des choses... Et après la compréhension dans 5 minutes, c'est-à-dire... Vous voulez faire comprendre les gens, matérialiser le projet de 145 territoires. La matérialisation suit son cours, comme j'ai dit, donc il y a les phases d'études, les phases de sélection. Vous ne ferez pas des choses en silence et que les gens découvrent, comme Mobutu le faisait à l'époque. On dort un bon matin, on s'est réveillé, on voit les stèles des martyrs, on dort, on voit les ponts maréchal, on dort, on voit les monuments échangeurs, on dort, on voit... Mais pourquoi il faut faire la pub? Pourquoi il faut annoncer avec pompe? Et au finish, il n'y a rien. C'est comme j'ai dit, toute personne ou tout système apprend de l'expérience, n'est-ce pas? Vous avez cité plusieurs expériences. Nous les considérons comme des expériences et pas comme des échecs. Et nous pensons que cela va être mis à profit pour le développement local de 145 territoires. Parce que partant des études, au fait, ce ne sont même pas des études UDPS ou de la présidence. Vous allez voir, au fait, que ce sont des études statistiques menées par le ministère du Plan, des études effectuées en voyant les projections de développement partant des 10 ans passés. Des conclusions ont été tirées. C'est comme ça que nous disons. Le projet de développement local de 145 territoires, cette inversion de paradigme, ça signifie au lieu d'aller du sommet vers la base, mais qu'on aille de la base vers le sommet, c'est le schéma par excellence de développement pour la République démocratique du Congo que nous conseillerons à celui qui viendra après Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire après son 2e mandat. Nous n'allons pas nous en passer de la question électorale en République démocratique du Congo. Vous savez, la question est sur la table de l'Assemblée nationale, des 2 chambres du Parlement. Aujourd'hui, vos adversaires du Front commun pour les Congo, de la Mouka et consorts, ne veulent plus siéger pour discuter autour de cette question. Leur attitude, en 30 secondes, comment réagissez-vous étant que cadre de l'UDPS? Vous voulez rapprocher le membre du FCC pour parler en toute franchise, afin qu'il revienne sur le débat, ou soit le laisser partir et que les débats se poursuivent au niveau de l'Assemblée nationale? La négociation est au centre de la politique. C'est-à-dire que nous continuerons, n'est-ce pas, à les tendre la main, autant que nous les avons tendu la main jusqu'à la création de la CENI. Vous savez qu'il y avait toujours un certain bras de fer parce que on prête des intentions aux autres. Et c'est dans la négociation, dans le dialogue, n'est-ce pas, que nous allons arriver à les faire comprendre le bien fondé de certaines innovations qui sont à apporter à la loi électorale pour le bien de tous. La jeunesse de l'IDPS aujourd'hui représente quoi par rapport à son développement en République démocratique du Congo? Ce sont des jeunes abandonnés, ce sont des jeunes qui doivent espérer, ce sont des jeunes qui ont servi pour être des spectateurs aussi. C'est une jeunesse qui doit espérer. À l'UDPS, j'œuvre particulièrement au sein de la Force du Progrès. Vous savez, la Force du Progrès, c'est cette unité d'élite qui a œuvré sérieusement pendant la lutte au niveau de l'opposition. Des plans de développement sont mis en place. Personnellement, je suis un enseignant, je suis un formateur en entrepreneuriat. Nous mettons en place au niveau du parti un ensemble de programmes pour assurer un développement de la jeunesse à travers l'entrepreneuriat, parce que il est clair que tout le monde ne va pas avoir un emploi, mais tout le monde peut entreprendre. Et c'est ce que nous pensons au niveau du parti et qui est déjà en train d'être exécuté. Aujourd'hui, les élections des gouverneurs approchent déjà à Kinshasa, là où l'UDPS est censé mieux se positionner au poste du vice-gouverneur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des candidatures qui sont déjà en train de donner sensation pour représenter valablement l'UDPS?
Oui, exactement, exactement. Mais à ce niveau, je vais quand même en remettre aux concertations qui ont été faites au niveau de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Parce que l'Union sacrée fait bloc sur cette question de réélection des gouverneurs. Et une répartition et des castings ont été proposés. Nous pensons une réflexion de fond a été faite et qui nous a permis de proposer, d'avoir ces différentes candidatures. Mais vous savez, nous sommes dans une question humaine. Une question humaine veut dire qu'on va toucher, on touche aux ambitions, on touche aux sensibilités. Il n'est pas étonnant que ça et là, il puisse y avoir quelques préoccupations formulées, mais tout cela se règle dans le cas de l'Union sacrée. Vous serez fier en 2023 de porter votre Monieré au cas où les élections tournaient en votre défaveur? Pourquoi pas? Vous avez suivi avec beaucoup d'attention Monsieur Patrick Ounoya, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui nous a fait honneur de participer à cette tribune. À vous la parole sur Bossolo Télévision. Nous allons revenir à lui dans un prochain numéro parce qu'il a des choses à dire par rapport aux 25 projets phares, aux 25 actions phares posées par le président de la République dans les cadres de son programme. Mais aussi, vous devez comprendre le plan de développement des 145 territoires en 5 minutes. Exercice facile, mais dans la faisabilité, la population vous attend. Merci, Monsieur Patrick, d'avoir répondu à notre invitation. Nous comptons vous revoir dans un prochain numéro. Vous nous avez suivis depuis Paris. Merci à Précieux Mouyoko, à Elidia Diandunda, à Louvoilou d'avoir concouru à la réalisation de ces magazines. À vous la parole.